Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce 3e jeudi de la Fondation qui s'expose aujourd'hui sous un format un petit peu différent puisque d'habitude il a lieu à la fois en présentiel et en webinar et cette fois-ci il aura lieu uniquement en webinar. Donc je salue tout le monde et puis j'espère que vous allez bien. Voilà, vous ainsi que vos proches. Et j'imagine peut-être comme moi que vous êtes impatients d'être à la semaine prochaine. Ne serait-ce que pour ne plus avoir à remplir votre attestation numérique. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir le professeur Lehmann en direct de l'Université de Genève pour ce webinaire qui a pour thème les services écosystémiques et le développement durable. Donc cette thématique, elle est extrêmement importante, notamment en ce moment, en cette période de crise sanitaire et de Covid. Et nous en discutions tout à l'heure. Évidemment, ces zoonoses, elles font peur. On parle d'une recrudescence de ce type de maladie, liée en partie au changement climatique, mais liée également à la perte de biodiversité. Et ça, on se disait que ce n'était pas forcément très intuitif parce que finalement, on se rend compte que plus il y a d'espèces et plus on est protégé ou plus les écosystèmes sont protégés. Et donc, d'où l'intérêt également de protéger cette biodiversité. Donc ici, qu'est-ce que c'est que les services écosystémiques? Donc le professeur Lehmann m'exposera beaucoup mieux que moi, mais ce sont les services qui nous sont rendus par la nature. Et peut-être l'intérêt aujourd'hui, c'est simplement de se rendre compte de quels sont ces services, qui sont ces services, comment on fait pour les quantifier, parce que ça, c'est tout un domaine de recherche très important qui a lieu depuis plus d'une dizaine d'années. Quel est l'impact de ces services écosystémiques sur les prises de décision évidemment en termes de protection de la nature, politique, mais également sur les prises de décision des industriels. Que peut-on faire grâce à ces modélisations? Voilà, quelles décisions peut-on prendre? Et puis également des décisions qui nous concernent nous. Je crois que le confinement, ça nous a montré aussi pas mal de choses. Par exemple, je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on est à la maison, on se rend compte de la quantité de déchets qu'on génère au cours d'une journée. Si on n'est pas en train de faire ses courses uniquement en vrac. Voilà, donc ça nous permet de réaliser plusieurs choses. Et l'idée ici, c'est de voir voilà, quelles sont les choses que nous aussi, on peut mettre en place pour protéger ces écosystèmes et ces services que nous rend la nature. Donc voilà, pour ça, je fais également une petite aparté logistique ici. Donc sur ce webinaire, comme nous sommes uniquement en webinaire, donc restez avec nous parce que nous vous avons préparé une petite surprise. Donc au cours de la conférence du professeur Lehmann, nous vous poserons des questions. Voilà, nous vous ferons travailler un petit peu sous la forme de petits sondages. Alors n'hésitez pas à répondre directement sur l'écran parce que c'est important pour nous aussi d'avoir votre feedback, d'avoir un retour de votre part. Ne vous inquiétez pas, ce sont des sondages complètement anonymes. Voilà, c'est pas du tout nominatif, on reçoit les résultats sous forme de pourcentage. Mais en tout cas, nous ça nous permet aussi d'orienter ensuite nos actions. Et puis deuxième partie également, malheureusement, vous ne pourrez pas poser vos questions directement en utilisant votre micro au professeur Lehmann. Mais nous aurons quand même une session questions-réponses à la fin de l'exposé du professeur. Je vous invite à me poser des questions, c'est-à-dire à écrire vos questions à droite de votre écran. Vous pouvez les poser par écrit et je ferai de mon mieux pour poser ces questions à la fin de ce webinaire au Dr Lehmann. Et puis surtout, n'hésitez pas, si jamais on n'a pas eu le temps d'adresser vos questions, et si elles vous semblent vraiment importantes, vous pouvez nous envoyer un email à contact@fcsrovaltin.org et nous ferons de notre mieux pour répondre à ces questions. Voilà pour la petite parenthèse logistique. Et puis maintenant, c'est avec grand plaisir que nous recevons le professeur Lehmann aujourd'hui pour nous parler de ces services écosystémiques. Donc, merci beaucoup de nous accompagner Merci aujourd'hui. à vous de m'accueillir virtuellement. Donc, le professeur Lehmann est biologiste de formation et c'est un pionnier dans le domaine de la modélisation de la distribution des espèces à vertu prévisionnelle. D'ailleurs, il a collaboré avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, où là, il était responsable d'une unité de modélisation. Donc, M. Lehmann a fait ses études à Genève, mais il a également beaucoup voyagé puisqu'il a étudié les fougères et les forêts en Nouvelle-Zélande et également en Australie. Et actuellement, il est professeur associé à l'Institut des sciences environnementales de Genève, dont il est également le co-directeur.
Et il se concentre principalement, mais il nous l'exposera beaucoup mieux que moi, sur la modélisation écologique et hydrologique sur la base des services qui nous sont rendus par la nature. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je disparais, je laisse la parole et je remercie chaleureusement le professeur Lehmann et je vous dis à tout à l'heure pour la session des questions. Merci beaucoup, hein, merci Delphine Delaunay pour l'invitation à participer à ces jeudis de la Fondation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vais tâcher pendant, j'espère, 45 minutes, pas trop dépasser l'objet de mes recherches. Donc, encore dire que voilà, à l'Institut des sciences de l'environnement, je dirige un petit laboratoire qu'on a appelé EnviroSpace, où on essaie justement d'évaluer et de quantifier, de modéliser sous forme de cartes nos environnements complexes. Donc, pour commencer, juste un petit rappel de ce que sont ces services écosystémiques. Hein, comme l'a dit Delphine Delaunay, c'est les services que la nature, les écosystèmes, a priori vivants, les espèces, rendent à l'homme et ce que l'on tire quelque part comme bienfait de ces écosystèmes. Donc, il existe plein de représentations de ce que sont ces services écosystémiques. Alors, je m'excuse, durant ma présentation, beaucoup de slides sont présentés, c'est des supports qui sont en anglais, mais que je vais commenter et tâcher de rendre intelligibles pour tous. Mais voilà, donc dans ce que la nature nous rend, on a classifié, parce qu'on aime bien classifier, les services dits d'approvisionnement, qui sont toute la nourriture que l'on retire des écosystèmes, mais aussi les fibres, le bois pour nos constructions, des médicaments, éventuellement aussi des ressources pour de l'énergie. Il y a des services moins évidents à appréhender qui sont les services dits de régulation, qui vont par exemple épurer l'eau ou décomposer nos déchets ou nous aider à polliniser nos cultures ou à réguler le climat de manière globale ou plus locale. Et puis, il y a aussi des services encore moins évidents à appréhender, dits culturels. Voilà, on met tous une certaine valeur à la beauté des paysages et des espèces, de la diversité biologique que l'on peut observer, mais on peut aussi éventuellement y associer une valeur spirituelle ou aussi avoir du plaisir simplement à se promener dans cette nature dans un objectif récréatif. Donc, voilà, en réfléchissant un petit peu, on se rend compte en effet que les écosystèmes nous rendent pas mal de services et on a tenté de les classifier de cette manière. Donc, ma présentation vise à essayer de lier ces concepts des services écosystémiques, et je vais vous montrer comment ils ont évolué un petit peu dans le temps, vers les fameux objectifs du développement durable, cet agenda qui a été adopté par les Nations Unies en 2015 et qui définit 17 objectifs pour la planète et chaque continent et chaque pays, qui se décomposent eux-mêmes en 169 cibles qu'il faudrait idéalement atteindre d'ici l'horizon 2013. Donc, il s'agit voilà, d'essayer de réduire la pauvreté, ramener la faim dans le monde à zéro, assurer une bonne santé, un bien-être pour tous, une meilleure éducation, l'égalité des sexes, etc., etc. Et au niveau 15, l'objectif 15 est de maintenir la biodiversité terrestre. Donc, on peut tout de suite, en introduction déjà, faire un lien entre les services que nous rendent la nature et ses objectifs du développement durable. Ici, on a un exemple tiré des services que les forêts nous rendent, où à gauche, on a un écosystème sain, où en effet, il y a une certaine diversité et un fonctionnement de l'écosystème qui est plus ou moins intact. Et puis, on peut voir qu'en effet, on va pouvoir retirer pas mal de ressources ou de services utiles à améliorer un certain nombre de ces objectifs du développement durable au niveau de la pauvreté, du climat, de la santé, de la biodiversité, de la faim ou de l'accès à l'eau potable.
Et inversement, à droite, si l'écosystème s'appauvrit, est détérioré, ne fonctionne plus très bien, tous ces services deviennent des disservices, hein, et on va avoir des problèmes, par exemple, respiratoires liés aux feux de forêt, comme l'Australie a pu le constater récemment, ou d'autres problématiques. Donc on voit qu'on peut assez rapidement faire le lien intuitif, on va dire, entre les services rendus et puis ces objectifs du développement durable. Donc, ma présentation s'inscrit aussi un petit peu en lien pour ceux d'entre vous qui avaient suivi la conférence précédente des jeudis de la fondation de Michel Laureau, qui parlait, lui, de biodiversité et de développement durable, quelque part. En fait, il y a comme une espèce d'échelon, on va dire, on part des espèces, de la biodiversité, ensuite les écosystèmes, les services qu'ils nous rendent, et puis finalement, c'est comment tout ceci soutient en effet la durabilité de nos sociétés. Et attendez, je vais juste changer un petit truc, voilà, ce sera mieux pour moi. Et dans la littérature, on trouve un article ici intéressant qui montre comment finalement notre relation à la biodiversité et aux écosystèmes a évolué ces 50 dernières années, puisque dans les années 70, on va dire, les experts de la conservation et les politiques publiques dans le domaine visaient à protéger la nature pour elle-même. Le but, c'était de trouver les endroits les plus préservés et de les protéger. Voilà. Ensuite, dans les années 80, l'impact de l'homme s'est accru et il a fallu protéger la nature malgré les gens. On a été obligé d'intégrer tous les impacts humains dans la logique de conservation de la biodiversité et des services écosystémiques. Dans les années 2000, c'est ce concept de service écosystémique qui est devenu très présent, et je vous en parlerai. C'est la nature pour les gens. Donc, on a un changement de paradigme ici, c'est qu'on va se préoccuper de préserver la nature, pas nécessairement que pour elle-même, mais parce qu'elle nous est utile. Et là, voilà, tout ce concept de service écosystémique est devenu prédominant. Et puis maintenant, on est tranquillement en train d'aller vers un nouveau paradigme qui serait de protéger la nature et les gens en même temps. Et voilà, ça nous amènera peut-être là plus près du dernier sujet de ma présentation. Alors, donc voilà, je voulais encore vous signaler que, en fait, avec un collègue ici de notre institut, enfin deux collègues, Martin Schlepper et Juliette Faul, on a mis en place un cours en ligne sur le concept des services écosystémiques, qui est maintenant disponible depuis 2 ans, qui a eu pas mal de succès, et qui pourrait vous intéresser, qui est accessible gratuitement sur la plateforme Coursera, où on essaie de présenter ce concept de manière, on va dire, critique, avec l'évaluation biophysique naturelle, mais aussi économique, spatiale, et aussi les enjeux de mise en œuvre dans les politiques publiques de ce concept. Donc voilà un petit peu pour ma brève introduction. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du plan de mon exposé en général. Donc, ce que j'ai essayé de faire là, c'est de résumer mon propre cheminement intellectuel, on va dire, de l'évaluation de la biodiversité, qui était mon champ premier d'analyse en tant que biologiste et expert des outils d'analyse de cette biodiversité, des espèces, vers ensuite celui des services écosystémiques, puis finalement de plus en plus à voir comment tout ceci se lie au développement durable. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous présenter dans la partie 1 l'évolution du concept de service écosystémique. Ensuite, dans la 2, comment ces services, on l'a dit, sont évalués. Ce n'est pas forcément facile de quantifier les services qui nous sont rendus. Pour ce faire, on a développé toutes sortes d'outils informatiques et il faut accéder à des données utiles. Et puis, je vous présenterai quelques études de cas où le concept a été mis en œuvre, je pense, de manière avec succès, on va dire.
en passant par ce que l'on est en train de faire à l'échelle européenne et aussi à l'échelle genevoise et dans plein d'autres endroits, l'utilisation des services écosystémiques dans la partie 5 pour créer ce qu'on appelle les infrastructures écologiques. Là, je ferai un petit peu le bilan de l'utilisation de ces services pour aborder en conclusion, on va dire, la dernière partie sur un concept qui nous rapproche plus de l'évaluation des nexus, de la compréhension du flux d'énergie, d'eau et de nourriture qu'il y a dans nos sociétés. Donc, je crois que c'est là qu'on a une première petite surprise pour l'auditoire avec des questions qui devraient vous être posées. Delphine, est-ce qu'on est prêt pour ça? Ça y est, c'est lancé. D'accord. Alors, donc pour cette première question, c'est juste pour moi, pour un peu voir parmi, donc on est 130 personnes apparemment qui suivent le séminaire, si vous êtes familier ou pas déjà avec ce concept des services écosystémiques et on va lier objectif et ou objectif du développement durable. Hop, je lance la deuxième. Voilà, on devrait avoir le résultat de ces petits sondages et puis voilà, ça permettra pour les uns et les autres de voir où on se situe et pour moi peut-être de guider la suite de la présentation. Donc, pour la première question, à savoir si vous êtes familier avec les concepts, c'est 40% oui, 11% non, et il y a 42% de peut-être. Donc, voilà. Je pense que voilà, on a un auditoire aussi de scientifiques qui sont familiers du concept, mais c'est intéressant de voir que dans les gens là qui participent, plus de la moitié qui sont déjà familiers. Et puis, donc, concernant voilà, 75% conserver la biodiversité pour elle-même et 41% pour les gens. Donc, apparemment, on pouvait voter pour les deux. Donc, on peut aussi essayer de la préserver pour elle-même et pour les gens. C'est pas antinomique. Donc voilà, comme j'ai pas mal de choses à vous présenter, on va poursuivre la présentation si c'est possible. Là, je ne sais pas, je me vois à l'écran, je ne sais pas ce que vous voyez maintenant. Voilà, si je repasse sur ma présentation, je pense qu'on va pouvoir poursuivre. Voilà. Donc la première partie de l'exposé est sur l'évolution du concept de service écosystémique. Et je ne remontrerai pas forcément à la source du concept lui-même, mais une publication majeure qui a rendu vraiment populaire le concept. C'est la publication du Millennium Ecosystem Assessment, un rapport commandé par les Nations Unies en 2005, qui est paru en 2005 et qui a vraiment très largement diffusé le concept et en reprenant, on va dire, et en cette classification de services d'approvisionnement, de régulation culturelle et aussi d'autres services de soutien dont je n'ai pas encore parlé, qui viennent en soutien aux trois autres catégories de services. Par exemple, le recyclage des nutriments, tous les grands cycles du carbone, de l'azote,
du phosphore, la formation des sols ou la production primaire par la photosynthèse. C'est clair que c'est le premier des services qui nous permet de produire de la matière organique et de l'oxygène. Donc, ce rapport a aussi mis en perspective le lien que ces services ont avec notre bien-être. Il a essayé non seulement de quantifier les services, mais aussi de quantifier l'impact que ces services peuvent avoir sur notre bien-être, qui là aussi a été classifié, on va dire, en différentes catégories liées à la sécurité, avoir accès aux ressources, avoir suffisamment de ressources matérielles, à notre santé, à nos relations sociales et puis aussi un peu à la démocratie de nos sociétés. Et puis là, donc on peut voir avec les couleurs et les tailles des flèches un peu les liens qu'il y a présumés entre ces services et puis les bienfaits qu'ils nous portent. Donc, les services écosystémiques, a priori, concernent ce que les écosystèmes, les espèces du monde biotique, on dit, du vivant, fournissent. Donc, c'est la partie verte de ce graphique où, en effet, on a un certain nombre d'assets, de biens qui sont typiquement les différents types d'écosystèmes que l'on a et qui génèrent des flux de services d'approvisionnement, de régulation ou culturels. On on peut dire que ces services et leurs flux, enfin ces biens et ces flux ne sont pas renouvelables, puisque si on détruit les écosystèmes, a priori, les services disparaissent. Mais on peut aussi s'intéresser aux services rendus dans le domaine abiotique, non vivant. Par exemple, voilà, on a le soleil qui génère quelque part des flux également, des flux d'énergie solaire, mais qui crée aussi les vents ou la dynamique du cycle de l'eau. Et là, c'est des ressources qui sont a priori renouvelables. Au contraire, d'autres ressources minérales, fossiles, de gravier, etc., qu'on va utiliser dans nos sociétés, qui sont manifestement très importantes au fonctionnement de notre société, notamment les énergies fossiles, et qui sont, elles, non renouvelables. Donc, si on élargit le concept pur de service écosystémique lié au vivant à celui aussi des services rendus par le domaine abiotique, on a une vision plus générale qui est celle des capitaux naturels fournis par la nature. Alors, voilà, on va toutes sortes. Je vais faire pas mal de présentations sous forme graphique. Vous allez vous en rendre compte petit à petit. Je trouve personnellement que les graphiques parlent plus que les mots, mais j'ai essayé de commenter aussi régulièrement. Mais ce graphique est un peu la vision maintenant partagée de ces services où, d'un côté, les écosystèmes, en effet, créent des flux de services écosystémiques qui doivent rencontrer les besoins de notre société pour qu'on parle réellement de services. Si une zone humide retient de l'eau lors de grandes pluies, mais qu'il n'y a pas d'habitation en dessous, pas de ville pour protéger contre les inondations, bon, bah, l'eau est retenue, mais il n'y a pas nécessairement de service rendu à notre bien-être. Ou s'il y a plein d'insectes pollinisateurs, mais pas de culture autour pour être pollinisés, il n'y a pas non plus nécessairement de service. Donc, c'est à l'endroit où les flux de la nature rencontrent les besoins de nos sociétés. On parle vraiment de services et on a un set comme ça de services qui est rendu par la nature et on va s'intéresser à comprendre les synergies et les compromis qu'il peut y avoir dans la réalisation de ces services. Le concept est vraiment devenu populaire en 2005 et il a fallu seulement
10 ans, des fois, je trouve que les choses prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps, mais là, pour le coup, c'est allé relativement vite pour passer de ce rapport qui a rendu le concept populaire à la mise en œuvre d'un panel international sur la biodiversité et les services écosystèmes et systémiques, l'IPBES, qui maintenant, depuis 2015, donc, essaye d'imiter le travail fait sur le climat par le GIEC, hein, l'IPCC, pour se pencher et faire le lien entre les connaissances scientifiques et les décisions, les politiques publiques en lien avec la biodiversité et ses services. Donc, le cadre conceptuel de l'IPBES est représenté ici. On retrouve un petit peu toujours les mêmes choses. En bas, la nature et les services qu'elle nous rend sur la gauche, qu'elle rend aux gens pour notre bien-être en haut, et un certain nombre de drivers de changements naturels ou anthropiques qui vont modifier l'état des écosystèmes, donc les services qui nous rendent, et aussi impacter directement potentiellement notre qualité de vie. Et tout ça rentre en lien avec nos institutions, notre gouvernance et les décisions que l'on peut faire pour y prendre, pour essayer de maintenir ces services. Ce concept se décline à toutes les échelles, du local au global, et puis aussi s'analyse dans le temps, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Il y a aussi pas mal d'informations sur ce graphique, puisque derrière voilà, la boîte nature, par exemple, il y a en vert le concept prédominant utilisé dans nos sociétés, on va dire occidentales, concept de biodiversité, d'écosystème, qui ne parle pas forcément dans toutes les régions du monde, hein, ou d'autres régions. Ils ont plutôt adopté, dans ma légende, je me suis trompé, dans les couleurs, c'est à l'inverse. Ils ont plutôt adopté une autre terminologie, ou Mother Earth ou Systems of Life. Et de la même manière, le terme même de service écosystémique est reconnu dans nos sociétés occidentales, mais pas forcément dans d'autres cultures. Et on va plutôt parler de nature gifts, etc. Donc, dans tout ce processus de l'IPES, il faut tenir compte, c'est un processus international de la perception différente que l'on peut avoir de la nature et des liens que l'on a avec elle. Donc voilà, ça c'était un bref résumé de 10 ans, on va dire, d'évolution de ce concept pour passer de ce rapport du Millennium Ecosystem Assessment vers la création de cette IPBES. Et puis maintenant se penser sur l'évaluation de ces services, comment on peut les quantifier. Et là, un des premiers rapports de ce panel qui est sorti, c'est celui justement sur la création de scénarios et de modèles pour évaluer la biodiversité et les services écosystémiques, où voilà, on retrouve le cadre conceptuel que je viens de tenter de vous décrire de l'IPES à droite, et puis on voit comment les scénarios que l'on va faire et les modèles, les outils informatiques que l'on peut utiliser pour prédire la valeur ou cartographier, évaluer la valeur d'un service ou de la biodiversité sont couplés pour, dans une chaîne de décision qui va en bas des données disponibles, en haut les décisions qui sont prises. Au milieu, on va utiliser ces données pour essayer de quantifier nos services et de faire varier les valeurs que l'on obtient de ces services en fonction de différents scénarios de politique publique ou de futurs plausibles, etc., pour pouvoir présenter ces résultats et aider à mieux appréhender ce qui pourrait se passer dans différentes circonstances. Donc, dans ce même rapport, en effet, on insiste pas mal sur le concept de scénario. On a l'habitude des scénarios normalement dans le domaine du climat avec l'IPCC, le GIEC, qui nous a familiarisés avec différents scénarios, plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés pour le futur, qui correspond un petit peu à ces scénarios dits exploratoires ici, où on est maintenant dans le présent, dans une certaine situation, à une certaine quantité de biodiversité ou de services. Et puis, selon différents scénarios, les choses pourraient être évaluées différemment, comme c'est le cas pour la température ou les gaz à effet de serre. Mais il y a d'autres types de scénarios qui sont très intéressants pour
les politiques publiques. C'est des scénarios où, quelque part, on fixe l'objectif d'une politique publique, par exemple, comme on l'a vu, stopper la perte de biodiversité. Et puis ensuite, pour arriver à cet objectif-là, en fait, il y a différents chemins possibles pour arriver à ce scénario et on va explorer ces différents chemins. On peut aussi, quelque part, utiliser cette logique de scénario pour évaluer en effet différentes politiques publiques dans le futur et voir laquelle se rapproche le plus de notre objectif. Également, utiliser les scénarios un petit peu, revenir un peu en arrière dans le temps et puis évaluer comment, dans la réalité, on s'est écarté de l'objectif que l'on s'était fixé, et essayer de comprendre et corriger le tir par rapport à ça. Donc, voilà, dans le domaine des scénarios, il n'y a pas que des scénarios exploratoires pour lesquels on est généralement plus familier, il y a toute une panoplie d'utilisation des scénarios possibles. Un exemple un petit peu plus concret avec un premier cas d'étude ici sur un petit bassin versant d'une partie de la Thaïlande où le problème est l'approvisionnement en eau des agriculteurs et aussi pour la consommation des ménages qui est dégradée par la destruction des forêts naturelles pour les plantations de caoutchouc et qui est aboutit à de plus en plus d'érosion des sols et de perte de qualité des eaux. Donc, on fait ici deux scénarios de développement sur les cartes de droite. Un scénario, on projette quelle pourrait être l'utilisation du sol dans le futur selon certains développements, donc destruction essentiellement des forêts et transformation en plantation, versus un scénario qui viserait plutôt à conserver ces écosystèmes. Et puis, donc ça, c'est nos deux scénarios qui vont nourrir une série de modèles ici qui nous permettent d'évaluer l'impact que cela aura sur la quantité de sédiments qui va s'éroder dans ces bassins versants. Et on se rendra compte que dans différentes conditions de précipitation, voilà, le maintien ou pardon, le scénario de développement aboutit à plus d'érosion. C'est pas vraiment une surprise, mais là on peut potentiellement le quantifier, le démontrer et le présenter aux décideurs. Ce que je viens de vous présenter, ces outils qui permettent de faire un peu cette évaluation, ça s'inscrit généralement dans une approche itérative. La partie évaluation scientifique quantitative représente une partie d'un cheminement qui commence par, voilà, c'est une approche consultative qui commence par aller questionner les parties prenantes quelle que soit l'échelle d'études sur quels sont les enjeux, quels sont les problèmes, quels sont les services rendus importants, etc. Sur cette base, on va compiler les données utiles à leur évaluation, générer des scénarios en fonction de politiques qui pourraient être mises en place, qui sont aussi discutées, évaluer le service en 4 et le service selon différents scénarios, faire la synthèse des résultats pour pouvoir le présenter, parce que finalement, ce n'est pas forcément intelligible tout de suite, et puis donc retourner vers les parties prenantes, expliquer, rediscuter et potentiellement recommencer cette évaluation jusqu'à ce que quelque chose d'utile et d'intéressant sorte pour informer les décideurs et voilà, la boucle se termine. Donc, partie évaluation scientifique, c'est une partie, on va dire, d'un processus itératif et consultatif. Une autre partie de l'évaluation des services écosystémiques dont je ne parlerai pas plus que ça, plus que dans ce slide-là, et qui suscite pas mal d'interrogations, on va dire, et de controverses, même parmi voilà, les défenseurs de la nature, c'est le fait que, en fait, le concept d'écosystème services a aussi été largement repris par les économistes qui essayent de quantifier de manière économique, monétaire, la valeur de chacun des services dont j'ai pu vous parler jusqu'à présent. Et
Donc, voilà, c'est une possibilité. Les économistes ont développé toute une panoplie d'outils qui permettent de donner une valeur à, par exemple, aux services récréatifs que l'on peut avoir, d'aller dans un parc ou dans, dans un écosystème plus ou moins préservé, qui se base, par exemple, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils seraient prêts à payer pour aller dans ce parc. Il y a d'autres services qui sont plus faciles, hein, tout le bois ou la nourriture qu'on tire, elles ont une valeur sur les marchés, donc on connaît la valeur. Par contre, la biodiversité, le nombre d'espèces qu'il y a, comment est-ce qu'on met une valeur là-dessus, c'est difficile. Donc, extrait de notre MOOC, là, je vous invite plus tard, j'ai mis le lien, j'ai eu la chance d'interviewer 2 experts dans le domaine dans ce MOOC, Dr Backstad et le professeur Jan Bettman, qui donnent leur point de vue. Si vous écoutez à partir de, vous pouvez tout écouter, mais à partir de la minute 4:45, quelques propos qui expliquent comment, par exemple, pour le professeur Jan Bettman, qui est un économiste, il est absolument indispensable d'évaluer de manière économique ces services parce que autrement, comment faire pour que des politiciens prennent une décision, puissent pondérer un nombre d'espèces avec des hectolitres d'eau, avec des concentrations de carbone, comment décider si on n'a pas une forme de standardisation qui est la monétarisation. Voilà. Mais je ne veux pas ouvrir ce débat-là, c'est très intéressant. Moi, j'ai plutôt l'intérêt, on va dire, d'évaluer d'un point de vue déjà biophysique les services. Donc, justement, pour faire cette évaluation des services écosystémiques, la quantification, on va dire, spatiale et temporelle de ces services, toujours ce même rapport de l'IPES sur les scénarios et les modèles nous ont montré comment, au cœur du cycle d'évaluation de ces services, où on va, comme je l'ai dit déjà, prendre le pouls auprès des parties prenantes, et puis faire des scénarios, évaluer les services, communiquer les résultats. Voilà, on retrouve ce cycle dont je vous parlais tout à l'heure. Au cœur de tout ça, il y a les données disponibles et les outils, les modèles. Donc, j'ai extrait ici un petit tableau de ce rapport toujours de l'IPES sur scénario et les modèles, qui montre un certain nombre de modèles connus, utilisés. Je reparlerai notamment particulièrement de celui-ci, Invest, un peu plus tard. Mais il y a toutes sortes de modèles utiles à différentes échelles, avec différentes qualités, etc., qui sont à disposition. Dans un article relativement récent dans la revue Sustainability, j'essaie de montrer comment, en fait, il est important non seulement d'avoir les données, les modèles, mais aussi d'accélérer le processus de transformation de toutes ces données que l'on a en input ici à gauche dans leur modélisation, qui va créer des outputs qu'on va rendre intelligibles sur différentes interfaces qui vont s'adresser à différents publics. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, entre chacune de ces étapes, il y a des barrières qui rendent ce processus assez long. Voilà, j'ai plusieurs doctorants, étudiants en master qui, pour faire toute cette chaîne d'analyse, parfois ont besoin d'une année, 2 ans, 3 ans pour réaliser, et ce n'est pas compatible avec la vitesse à laquelle les questions se posent et à laquelle on attend les réponses. Donc, il s'agit de travailler pour réduire toutes ces barrières et rendre ce processus de plus en plus rapide. Donc, on a dans les outils d'analyse spatiale, spatiaux, toute une panoplie d'outils. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, on a des outils statistiques qui nous permettent de combiner plusieurs couches d'informations qui sont représentées ici par ce petit, cette petite lasagne ici de couches, chacune représentant une couche d'informations, par exemple la température, le type de sol, l'utilisation du sol, etc. Et on peut combiner ces différentes couches avec des outils statistiques pour générer une nouvelle information avec un modèle statistique type régression. On peut aussi utiliser les géostatistiques qui vont faire un peu le même genre de choses, mais en s'intéressant au voisinage de l'information par interpolation, générer une nouvelle couche. On a des modèles dynamiques où dans chaque parcelle, cellule de notre territoire, on peut intégrer un modèle dynamique qui va nous permettre, par exemple, de modéliser
la dynamique d'une population animale. On a des connaissances expertes aussi qui sont ici, qu'on peut récupérer pour créer de l'information nouvelle, ou des modèles plus processus, où par exemple la modélisation hydrologique ou climatique est régie par des équations. On a compris les processus, on essaie de les transformer en équations. Et puis la télédétection qui naît de ces, enfin, vraiment regain d'intérêt parce que les archives d'images satellites deviennent de plus en plus libres d'accès alors qu'elles étaient payantes encore anciennement et qui nous permettent de couvrir directement l'ensemble d'un territoire et apporter une information utile et intéressante sur ce territoire. Donc on va combiner toutes ces méthodes et outils pour tâcher d'évaluer nos services écosystémiques. On a un très joli travail qui a été fait au niveau européen, qui est sorti sous forme d'un livre qui est disponible dans les open source, Mapping Ecosystem Services, par Joachim Mas, dont je parlerai, et Benjamin Descartes plus tard, qui montre aussi comment ces services et les outils qu'on utilise peuvent être appréhendés avec différents niveaux de complexité. On parle en anglais de tiers ou de niveaux, hein, où au niveau le plus simple, on va prendre une carte d'utilisation du sol et puis pour chaque utilisation du sol, on va donner une valeur possible d'un service et ça nous permet de traduire une carte d'utilisation systémique. Dans un niveau un peu plus important, on va combiner avec d'autres couches d'informations, par exemple la télédétection, et essayer d'affiner un peu le résultat et voilà, amener de plus en plus d'inputs et de modèles plus ou moins complexes pour tâcher d'évaluer ces services. Donc voilà, on n'a pas qu'un seul niveau d'évaluation, on peut varier en complexité, mais forcément, plus c'est complexe, plus ça prend du temps, plus il faut des données, et plus c'est potentiellement difficile ensuite à communiquer aussi le travail qui a été fait. Donc il y a toute une équipe de chercheurs qui se penchent activement sur ces questions, notamment au travers du groupe On Earth Observation, qui est une organisation internationale qui est basée ici à Genève, dans les bâtiments de l'Organisation mondiale de la météo, et qui tâche de partager toutes les données utiles à l'évaluation de notre environnement pour la biodiversité, mais aussi les écosystèmes, le climat, l'eau, etc. Et de rendre toutes ces données disponibles, ouvertes, pour aider à prendre des décisions dans différents domaines. Et donc, une partie de cette organisation se penche sur la biodiversité et a créé le Biodiversity Observation Network et essaye justement de montrer comment on peut rendre plus accessibles toutes les données utiles à l'évaluation de ces services. Ils ont notamment travaillé sur le concept de variable essentielle de la biodiversité, qu'ils essayent de définir, enfin qu'ils ont défini comme un intermédiaire entre les données d'observation que l'on a par télédétection ou sur le terrain quand on va observer des espèces ou des écosystèmes ou des sols, etc. Et les informations que l'on a besoin pour guider les politiques publiques de l'IPBES ou de la Convention sur la biodiversité ou à l'échelle européenne ou nationale, les différentes informations que l'on doit, que les politiques nous demandent d'amener entre ces données brutes et ces politiques, il y a un certain nombre de variables essentielles dont il s'agirait d'assurer l'observation dans le temps et dans l'espace pour permettre de nourrir les indicateurs utiles à toutes ces politiques publiques. Donc, ce concept de variable essentielle, il n'est pas uniquement présent dans le domaine de la biodiversité. Je coordonne actuellement un projet européen qui s'appelle GeoEssential, où on se penche sur ces variables essentielles, non seulement dans le domaine de la biodiversité, mais aussi dans le domaine climatique. Alors, en fait, c'était les pionniers, les climatologues, à définir les variables essentielles du climat.
mais aussi dans le domaine de l'eau. Qu'est-ce qu'il est essentiel de mesurer pour mieux comprendre tout ce qui est autour des ressources en eau? Et on pourrait, ça n'existe pas encore, là c'est une proposition, des variables essentielles du sol, de la géologie, et qui ensemble, quelque part, nous permettent de décrire le système Terre. Et pour faire le lien ensuite avec nos sociétés, il faudrait aussi définir les variables essentielles. C'est en train d'être fait du domaine urbain, du domaine de l'énergie et des minéraux, du domaine de la santé, de l'agriculture, enfin, tous les domaines de nos sociétés, de notre économie, qui formeraient l'ensemble des variables essentielles pour le système socio-économique. Et puis voilà, donc on voit que le système Terre fournit des capitaux naturels pour faire tourner le système socio-économique qui lui-même génère des bienfaits pour les personnes, mais aussi un certain nombre d'impacts sur le système qu'il s'agit de maintenir au plus bas. Donc, en effet, dans ce projet, on a conceptualisé un petit peu notre approche de cette manière avec des pyramides de l'information qui existent dans le domaine de la biodiversité, du climat, de l'eau. Les gens ont tendance à travailler de manière un petit peu sectorielle dans chacun de ces domaines. Ils ont plus ou moins défini des variables essentielles dans leur domaine et on essaie de trouver les moyens de faire le plus vite possible remonter l'information à partir des données disponibles sur différentes plateformes avec des outils de modélisation en éliminant les barrières vers les indicateurs utiles à l'échelle européenne globale et finalement pour aussi suivre ces fameux objectifs du développement durable. Donc c'est tout un processus. Quand Delphine Delaunay nous disait au départ que c'était pas évident, le concept de service est simple, mais son évaluation très vite nous amène vers des considérations relativement complexes. Donc un exemple de réalisation d'un workflow que l'on a pu faire en lien avec la biodiversité dans ce projet, c'est un workflow qui est lié avec une des cibles, une des targets des objectifs du développement durable sur la biodiversité, qui est de limiter la dégradation des écosystèmes. Et on peut le faire en se basant notamment sur combinaison d'informations, d'images satellites. On a un modèle qui permet d'utiliser tous ces inputs et de transformer en indicateurs directement utiles pour évaluer cette dégradation du sol observé depuis les satellites. Et à la fin, on essaie de reprendre toutes ces informations et de les mettre donc dans des systèmes de visualisation des données qu'on a obtenues à l'échelle européenne ou par pays ou par unité politique. Voilà, par rapport à tous ces outils, de nouveau, je vous invite à potentiellement plus tard à aller voir, visionner une partie de notre MOOC qui interviewe le premier auteur du rapport IPBES sur les scénarios et les modèles, et qui vous montrera comment il espère qu'un jour on arrivera à avoir une espèce de prévision météo de l'état de la biodiversité des écosystèmes, de la même manière qu'on a la météo ou les cours de la bourse. Donc, il faut que j'accélère, je vois que j'ai déjà pris pas mal de temps, je ne suis pas vraiment surpris, mais voilà. En partie 4, je voulais vous présenter quelques études de cas. Bon, le premier, c'est le rapport de l'IPBES lui-même, le premier rapport global de l'évaluation des services écosystémiques qui est sorti tout récemment et qui a repris donc ces services qu'ils appellent ici les contributions de la nature aux populations, différents services qu'ils ont évalués et on peut voir quelle est la tendance, est-ce qu'ils augmentent, diminuent, la plupart sont plutôt en diminution et on a une première évaluation de ces différents services. Qu'on peut aussi visualiser avec justement des tableaux de bord comme ceci et analyser les différents types de services, la richesse en espèces, les bienfaits matériels ou les services de régulation
selon différents scénarios ici et dans différentes régions du monde, et voir comment on peut peut-être préserver la biodiversité, mais ce sera peut-être au détriment des biens matériels, etc., etc. Voir un peu ces compromis et trade-offs qu'on peut avoir entre services. Ce rapport fait aussi un lien entre les objectifs du développement durable et puis le soutien que ces objectifs ont dans différentes cibles euh, par rapport à ce que la nature apporte comme soutien, qui sont plutôt faibles ou partiels dans cette évaluation. Un autre exemple dont je voulais vous parler, que j'ai découvert lors d'une conférence ici en 2017, c'est ce qui se fait en Chine, en fait, puisque j'avais appris, donc c'est des slides que j'ai empruntés, on va dire, à la personne qui avait fait cette présentation, qui m'avait vraiment interpellé, puisque en 2017, on était à la sortie des élections américaines qui venaient de mettre Trump à la présidence américaine, et puis cette conférence était aux États-Unis. Les défenseurs de l'environnement là-bas étaient plus qu'inquiets sur ce qui allait se passer, puisqu'il avait notamment déjà annoncé qu'il allait se retirer des accords sur le climat. Et à ce moment-là, on découvre qu'en fait, en Chine, en novembre 2012 déjà, le Congrès communiste avait déclaré qu'il fallait harmoniser la nature avec le peuple, et qu'ils allaient construire la civilisation écologique du XXIe siècle. Et donc, ils ont utilisé les outils d'évaluation des services écosystémiques. C'est pas, ils ne font pas que ça, mais ils ont utilisé cette approche pour déjà cartographier l'utilisation du sol, les différents types d'écosystèmes qu'ils ont, et en déduire, avec les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, un certain nombre de services d'approvisionnement en nourriture, de séquestration du carbone, de rétention des sols, de lutte contre les tempêtes de sable, de rétention, garder l'eau ou se protéger des inondations, et la biodiversité aussi, maintenir la biodiversité. Et en combinant toutes ces couches, ils arrivent un peu à cette carte finale qui, plus elle remplit de services, plus c'est important de la préserver. Donc de cette carte finale, ils ont déduit un réseau d'aires à protéger qu'ils s'efforcent, qui représenterait jusqu'à 35% du territoire chinois, qui s'efforcerait de préserver. Et aussi, il y a la volonté d'aller vers un système où les décisions seraient prises pas uniquement en fonction du produit intérieur brut, le PIB ou le GDP, mais aussi en fonction de la valeur de ces services, et aussi de valeur sociétale analysée avec le Human Development Index. Donc, quelque chose vraiment formidable si vraiment c'est la direction que la Chine prend. Pour poursuivre avec des cas d'études, je voulais focaliser sur le concept d'infrastructure écologique avec deux cas d'études. Ce qui se fait actuellement donc, au niveau européen, très actif dans le domaine, avec leur concept cadre de services écosystémiques qui ressemble à ceux qu'on a vus précédemment, et qui donc a mis beaucoup d'efforts à la cartographie des services écosystémiques, vraiment des ressources très très intéressantes pour tous les experts du domaine, et qui viennent en lien direct avec les politiques publiques, puisque la stratégie européenne pour la biodiversité a un objectif ici qui, d'ici 2020, on y est, les services doivent être maintenus et, si possible, améliorés en établissant une infrastructure verte, écologique, qui permettrait de restaurer jusqu'à 15% des écosystèmes dégradés. Donc voilà, la politique fixe un objectif, et les scientifiques essayent de voir comment on peut mettre en place cette infrastructure écologique. Donc aussi dans ces rapports, on voit que l'infrastructure écologique, oui, elle sert à la protection de la biodiversité, mais aussi à la santé, à la réduction des inondations, la mitigation et l'adaptation au changement climatique, etc., récréation, donc tous ces services qu'on a vus tout à l'heure. Et donc, ils ont mis en place une analyse qui, d'un côté, essaie d'évaluer la qualité biologique, biodiversité, et de l'autre, la cartographie des services. Et on combine ces deux pour cartographier les sites qu'il faut préserver et conserver en priorité, et ceux qu'il faudrait restaurer en priorité. Donc, on a la carte de ce qu'il faut préserver en priorité, la carte de ce qu'il faut restaurer, et
d'infrastructures combinées qui en découlent. Et là, je vais zoomer sur ce qui se passe ici à Genève, puisque également, depuis maintenant 3-4 ans, on travaille très étroitement avec l'État de Genève pour, dans le cadre de la stratégie biodiversité locale genevoise, la mise en œuvre de cette stratégie, alors qui porte les aires protégées, la faune, la flore, l'agriculture, les arbres, etc., et qui, comme premier objectif, a également de mettre en place cette infrastructure écologique. Donc pour ce faire, on a évalué la biodiversité en termes de composition d'espèces, on a évalué la structure des paysages, les fonctions de connectivité qu'ils ont et les services écosystémiques. On a cartographié tout ça sur notre territoire et avec un outil qui nous permet de décider où sont les zones les plus utiles et intéressantes à préserver, de prioriser l'ensemble de notre territoire pour arriver à une carte qui représenterait l'infrastructure écologique la plus intéressante, sachant que voilà, une fois qu'on a évalué chacun de ces piliers, on peut décider avec les parties prenantes de pondérer de manière différente si c'est la biodiversité ou les services qui sont les plus importants pour l'établissement de la carte finale. Et donc, sur le territoire de Genève, pour ceux qui connaissent, on a ici le bout du lac Léman et la ville de Genève. On a pu établir en violet les zones les plus importantes qui représentent 17% du territoire, ce qui correspond aux objectifs que la Suisse essaye de tenir et a signé avec la Convention sur la biodiversité, protéger 17% du territoire. On n'y est pas encore tout à fait à Genève, donc on pourrait étendre en fonction de cette carte pour protéger vraiment 17%. Et puis, élargir encore jusqu'à 30% du territoire pour rajouter ces zones un peu roses qui permettent de mieux connecter les différents éléments du paysage. Donc voilà pour ce que je voulais dire sur ces services écosystémiques et comment voilà, ma recherche se lie à ce que d'autres font. Et pour le moment, disons, constater un certain nombre de limites que j'ai pu constater des services, que c'est souvent très critiqué parce que c'est un concept anthropocentrique. Hein, c'est voilà, ce que je disais au départ, c'est de la nature pour le bien-être des hommes et notamment avec cette monétarisation qui pose passablement de problèmes éventuels et éventuellement aussi la manipulation spéculative de cette évaluation monétaire. Un des autres problèmes que l'on a, c'est que voilà, c'est un concept qui est mouvant, qui cesse d'évoluer, et c'est difficile d'établir un lien entre la recherche qu'on fait et des politiques publiques si le concept évolue sans arrêt. Et puis, on a vu que voilà, si les services ne sont pas nécessairement faciles à quantifier, ça prend souvent pas mal de données et de temps, et il faudrait qu'on arrive à faire ça plus rapidement. Et puis, finalement, en lien avec la question de base de savoir si ces services écosystémiques permettent d'atteindre les objectifs du développement durable, il semble être l'évaluation de ces services, pour moi, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour nous guider vers la durabilité. Avec les services écosystémiques, on est dans Nature for People, et puis il faudrait qu'on aille vers People and Nature, et ce sera un peu l'objet de la fin de mon exposé. Alors, on avait quelques questions de l'auditoire là. Je ne sais pas s'il y a encore de l'auditoire. Je déborde le temps. Si, si, allez, je vais lancer. Ah. Voilà, donc pour répondre, vous pouvez cliquer directement sur votre écran. Donc voilà, c'est pour voir dans cet auditoire un petit sondage, savoir si d'après ce que j'ai pu vous dire, je n'ai pas trop insisté sur le sujet, mais ça peut être important de monétiser ce service. Je crois qu'il y a une deuxième question qui devrait arriver.
qui est plutôt lié à ce dernier cas d'étude que je vous ai présenté, ces infrastructures écologiques où voilà, c'est surtout autour des villes. Qu'est-ce qu'on est prêt à mettre, pas nécessairement sous coupe, hein, sous une protection intégrale, mais préserver, maintenir, sachant que ça va rentrer en conflit avec d'autres utilisations. Donc, si j'en crois le petit retour que j'ai dans le chat, vous le voyez aussi, je crois, hein, non, c'est privé. À la première question, il y a un peu 50-50 hein, parmi l'auditoire sur l'évaluation économique et sa nécessité. Donc voilà, mon point de vue, c'est que c'est bien, c'est vrai que c'est utile de, de pouvoir faire cette évaluation économique. Dans certains cas, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas le seul moyen de standardiser la valeur des services et d'aider à prendre des décisions. Quelque part, on peut même dire que quand on met une valeur en dollars ou en euros, en francs suisses sur quelque chose, on perd le lien avec la valeur que nous, on porte à la chose. On le voit, je pense, maintenant avec la crise du Covid, comment personne s'attendait à ce que voilà, on soit prêt à mettre des milliards sur la table pour préserver du jour au lendemain comme ça notre santé, parce que ce qui a de la valeur, c'est notre santé. Et on aurait eu beau essayer de quantifier ça avec des dollars, etc. Mais en fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est notre santé, ou c'est la biodiversité, ou c'est et au moment où on commence à y mettre une monétarisation derrière, on perd quelque part le lien qu'on a vraiment, ou l'éducation de nos enfants, ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui est le plus important? La santé, la biodiversité ou l'éducation des enfants? On peut le mettre en dollars, mais finalement, c'est aux gens de décider qu'est-ce qui est le plus important. Donc voilà, puis pour l'autre, donc 14% qui serait plutôt à préserver, 15%, 35% autour des 30% et 50% des gens prêts à protéger jusqu'à 50% du territoire pour préserver ces bienfaits. Je pense que manifestement pour la nature, plus, et on le voit ces jours quand on rend un petit peu la nature, le territoire à la nature, elle reprend vite ses droits. Et c'est essentiel au maintien de tous les services qui nous entourent. Plus on pourra en mettre de côté, mieux ce sera. Voilà, je vais reprendre la dernière partie de mon exposé, si vous voulez bien, pour me concentrer sur, quelque part, tout ceci m'a amené à me pencher les limites que j'ai pu constater des services écosystémiques vers le concept de nexus, qui permet de peut-être faire le chemin des services écosystémiques vers les objectifs du développement durable. Donc, pour rappeler un peu ces objectifs du développement durable, qu'on essaye d'évaluer à différentes échelles, ici, du global au local, on l'a vu, j'en ai sélectionné 6 qui sont plus liés à ce que la nature, au service écosystémique, on va dire. Et puis, voilà, c'est déjà pas évident, a priori, de concilier tous ces objectifs dans un monde qui serait stable, comme on l'a connu dans les siècles passés, on va dire. Mais maintenant, avec tous les changements globaux, on assiste au niveau de la population, du climat et de la pression sur l'utilisation du sol, c'est encore moins évident d'appréhender tous ces objectifs de manière simultanée. Donc clairement, le concept de service écosystémique peut nous aider à évaluer les services de l'eau, de la biodiversité, de tous ces capitaux naturels et à réfléchir en trade-off et en synergie entre ces objectifs. Il y a d'autres approches comme celle de l'empreinte écologique ou des limites de la planète dont je vais parler, ou du nexus, qui nous permettent, qui sont des outils capables de regarder les choses transversalement et qu'il est utile et nécessaire de développer, à mon avis, parce que voilà, plus le système est instable, plus on va devoir prendre des décisions qui sont utiles à différents objectifs en même temps.
Donc, on fait ce travail aussi ici à l'échelle nationale, hein, de rassembler toutes les données utiles pour informer les objectifs du développement durable, les statistiques, les données d'observation de la planète et aussi des nouvelles sources de données mobiles, etc., vont nous aider à informer ces objectifs du développement durable. D'autres ont tâché d'évaluer la durabilité de notre planète, par exemple cette empreinte écologique qui permet de tout traduire nos activités en surface utile à la planète. C'est comme ça qu'on peut dire qu'un Américain consomme 4,5 planètes, un Européen peut-être 2,5, mais que quoi qu'il en soit, les pays occidentaux consomment plus que la part qui devrait leur revenir si on divisait l'ensemble des ressources de manière équitable en fonction de la population. Les limites de la planète ont été rendues assez populaires récemment et plutôt que de prendre qu'une seule orientation liée à la surface d'utilisation du sol pour chaque personne, ils analysent 9 dimensions et essayer de voir dans quelle mesure on n'est pas en train de dépasser les limites de ce que la planète peut soutenir avant de devenir instable. Et d'après cette évaluation, pour le climat, on n'y est pas encore, hein, mais on se rapproche des 2 degrés qui ont été annoncés, par exemple, qui seraient hors limite. Pour la biodiversité, on a déjà perdu, on perd énormément de biodiversité et on a rendu notre planète instable de ce point de vue-là. Et aussi pour la pollution liée aux nutriments. Euh, voilà. Donc on peut comme ça surveiller le moment où on deviendrait instable. Ce concept a été repris aussi par des économistes et des sciences sociales qui disent oui, c'est très bien de ne pas sortir des limites de la planète un peu biophysique, mais il faudrait aussi s'assurer qu'on entretient suffisamment les ressources pour la fondation sociale pour que les gens aient accès à la nourriture, à l'eau, à l'éducation, etc. Et que entre ces limites de la planète et les limites sociales, les fondations sociales, il y a un juste espace pour l'humanité qu'il s'agit de préserver. Encore d'autres visions, ici celle de l'IUCN qui utilise le concept très proche des services écosystémiques pour faire le lien entre ce que la biodiversité nous apporte comme bienfait et le bien-être des hommes pour s'inspirer aussi de la nature pour continuer à remplir les bienfaits qu'elle nous rend. Et le VVF aussi dans son Living Planet Report qui montre comment il est important de préserver l'intégrité des écosystèmes, de préserver la biodiversité pour aussi garantir la sécurité alimentaire en consommant de manière plus raisonnable, en produisant mieux, en préservant les capitaux naturels et ce, en influençant les politiques et en réorientant les finances. C'est ce que l'on doit tâcher de faire. Donc voilà, ça c'est toutes différentes approches qui vont un peu dans le même sens de trouver des solutions et de voir comment on peut mettre les choses ensemble pour aller vers une utilisation plus raisonnable des ressources. L'approche du Nexus, elle essaie de se focaliser sur l'eau, l'énergie et la nourriture, qui sont les flux qui traversent nos sociétés et l'environnement nous fournit ces capitaux naturels, ici natural supply, qui vont donc nourrir le bien-être de nos sociétés et créer, il y a une demande qui est créée par nos sociétés et il s'agit de s'assurer que la demande n'excède pas le supply et ça nous donne quelque part une définition ici de ce que pourrait être la durabilité. Donc si on peut quantifier la demande et quantifier le supply, on peut quelque part voir dans quelle mesure on mesurait notre degré de durabilité. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'en effet, l'eau, la nourriture et l'énergie sont interreliées de manière très importante. On va, par exemple, dans l'agriculture, faire de la biomasse qui va être utile à produire de l'énergie, ou l'eau va être utilisée pour l'énergie également, pour les barrages, etc. Donc, il y a plein de liens importants entre ces différents éléments et malheureusement, jusqu'à présent, on a tendance à agir sectoriellement sur l'un ou l'autre de ces éléments sans se préoccuper de l'impact global des décisions. Donc, les Australiens ont essayé de mettre en œuvre cette logique du Nexus dans un outil et toutes les modélisations assez complexes. Je vous laisserai découvrir dans cette vidéo.
vraiment très inspirantes avec différents scénarios qui permettent d'évaluer les différents flux d'eau, d'énergie et de nourriture selon différents scénarios. Et puis je vais revenir à mes services écosystémiques pour montrer comment Constanza, dans un article récent de 2017, a essayé de faire le constat de 20 ans d'évolution des services écosystémiques. On retrouve le genre de figure dont je vous ai parlé tout à l'heure, des écosystèmes qui fournissent ici des services culturels, de régulation, d'approvisionnement à notre bien-être. Et tout ça s'inscrit dans un système socio-écologique, socio-ecological system, où voilà, il y a un input d'énergie, du soleil, il y a des déchets, et puis il y a éventuellement aussi des exports, etc. Donc voilà, c'est bien, on voit que les services sont là au milieu, mais il faut encore être en capacité de quantifier toutes ces flèches et de comprendre comment vont ces flux et qu'est-ce qui est durable. Donc, j'ai récemment, enfin, ça fait maintenant déjà 4 ans, découvert le travail d'un collègue espagnol, enfin italien, mais qui travaille en espagnol à Barcelone, qui a proposé une méthode pour évaluer le nexus de manière quantitative, en se basant sur ce concept de socio-ecological system et en analysant les ressources et les services qui servent à maintenir ce flux de système à l'intérieur de notre société et en analysant aussi les déchets, les émissions que l'on crée. Donc, on va analyser d'un côté le fonctionnement interne du système et aussi se préoccuper des pressions qu'il génère sur les ressources et les pollutions qu'il crée. Et pour ce faire, on va analyser donc le lien qu'il y a entre les flux d'eau, d'énergie, de nourriture et nos activités de mobilité, de l'industrie, l'agriculture, tous les services ou aussi ce qu'on fait à la maison et essayer de quantifier l'eau, l'énergie et la nourriture que l'on utilise pour toutes nos activités et aussi voir la surface et le temps qu'on y consacre dans ces analyses. Et puis, donc ça, c'est la vision un peu de notre système à un endroit donné, mais c'est en lien puisqu'on importe et on exporte avec d'autres régions du monde, avec ce qui se passe ailleurs. Il va falloir aussi tenir compte, si possible, de tous ces facteurs d'externalisation. Donc concrètement, l'outil se propose pour chaque activité que l'on a d'évaluer, de quantifier la quantité de ressources que l'on tire de l'environnement pour, par exemple, produire des tomates ou produire du blé, combien d'eau, combien d'énergie, combien. Et aussi d'analyser les fonds qu'on utilise, les ressources humaines, la surface de sol, etc. Et aussi de quantifier les déchets que chaque activité, chaque processus crée dans l'environnement. Si on peut le faire pour un, on peut ensuite généraliser ça à l'ensemble des activités du secteur primaire, secondaire, tertiaire et aussi on inclut ici tout ce qu'on fait à la maison. Et puis si on a réussi à quantifier ces flux, on va dire, d'énergie, de nourriture et d'eau pour chacune de nos activités, on peut ensuite faire la somme pour avoir une évaluation globale du fonctionnement, du métabolisme de notre système qui peut être un État ou le canton de Genève ou une industrie ou même notre maison. Donc on a fait un petit cas d'étude avec un étudiant en master sur Genève où voilà, on a une superficie assez limitée. Genève, c'est la partie suisse, c'est ce qui est entouré avec ces communes de traits noirs ici au milieu. On a une autre échelle qui est le Grand Genève qui intègre toute la partie voisine française et vaudoise également. Et puis voilà, il s'agit de préserver dans ce secteur les zones agricoles, mais la qualité de vie également et la biodiversité, plusieurs enjeux combinés. Donc on a fait le travail d'analyser toutes les activités qu'il y a dans le domaine primaire, secondaire, tertiaire et le privé, et aussi on a ajouté l'aéroport qui utilise beaucoup d'énergie. Et puis après décliner ça, voilà, dans le secondaire, il y a l'alimentation, les textiles, etc. Puis voilà, aller jusqu'à la mobilité privée, à vélo, voiture, etc. Chacune de ces activités à la fin peut être évaluée avec les flux relatifs et on peut intégrer tout ça dans une matrice comme ceci avec les activités que l'on a et les flux d'électricité, de gaz,
pétrole, de mazout et d'eau. On n'a pas fait la nourriture dans ce cas-là. Et puis aussi le PIB généré ou les émissions de CO2 générées. Et aussi quantifier la quantité d'heures allouées à chacune de ces activités. Donc si on fait ça, puis qu'on intègre tous ces chiffres ici de manière extensive, c'est la somme de toute la quantité utilisée pour chaque activité annuellement. On voit que voilà, pour tout Genève, la quantité de gigawatts-heure qu'on utilise, de terajoules de gaz, de pétrole ou de mètres cubes d'eau utilisés et le PIB généré. On voit aussi le nombre total, la population, 500 000 habitants, fois 365 jours, fois 24 heures, le temps total disponible et qui se répartit essentiellement le temps total ici dans nos activités privées. En fait, on passe beaucoup plus de temps dans nos activités privées qu'à travailler pour générer du PIB. Et puis, on va pouvoir aussi ici, par exemple, analyser la quantité des consommations importantes d'énergie qui sont plutôt dans les secteurs résidentiels et tertiaires, les services importants à Genève. Et puis, si on divise toutes ces quantités par la quantité d'heures allouées, on a une idée plus du métabolisme, l'intensivité d'utilisation de la ressource en nombre d'heures allouées, qui nous permet d'avoir une idée du métabolisme de notre société qui devient comparable d'une ville à l'autre. Donc voilà, ça nous permet aussi de suivre les flux d'eau, d'où elle vient, vers quel secteur elle va, qu'est-ce qu'elle génère comme PIB et quelle quantité de temps est allouée par les personnes à ces différentes activités. Donc plein de représentations utiles à comprendre finalement comment ces flux traversent nos sociétés. Et une fois qu'on a pu établir ça dans le présent, on peut assez simplement faire des petits scénarios où on va changer la mobilité et passer 50% du parc automobile en électrique et constater une baisse de consommation de pétrole ou passer à 100% et diminuer encore plus à zéro la consommation de pétrole pour la mobilité, du coup le total aussi. Voilà, on va pouvoir comme ça assez rapidement changer et faire des scénarios d'évaluation de politique publique. Donc on a fait ce travail à Genève de cette matrice d'utilisation des ressources. On n'a pas encore eu le temps de lier avec la pression que ça génère sur les services écosystémiques, les ressources utilisées dans le canton ou aussi toute la partie externalisation. C'est un travail de longue haleine, mais qui, à mon avis, est ce dont on a besoin pour vraiment comprendre si nos sociétés, nos entreprises, nos maisons vont dans la direction d'une certaine durabilité. Et avec un outil comme ça, on est en capacité de vraiment l'évaluer scientifiquement. Donc voilà, j'arrive au bout. L'approche de Mario Giampietro, qui a développé toute cette méthode dont je viens de vous parler, il l'a utilisé dans une publication qui sortira tout prochainement pour analyser le concept d'économie circulaire, où voilà, avant la révolution industrielle, en effet, on pouvait parler d'économie circulaire puisque notre société produisait des déchets mais qui étaient recyclés par les écosystèmes qui nous régénéraient des services suffisants au fonctionnement du système et tout ça était entretenu par l'énergie solaire. Mais dans la société dans laquelle on vit, maintenant, on a court-circuité la plupart de ces fonctionnements naturels grâce à l'énergie fossile, complètement doper le fonctionnement de notre technosphère et du coup générer beaucoup plus de déchets que ce que la biosphère est capable d'absorber et du coup changement climatique, pollution des eaux, etc. etc. Et voilà, la conclusion, c'est que tant qu'on ne renoncera pas au pétrole et à l'afflux massif d'énergie quasi gratuite, et on y est même arrivé, là, c'est récemment un pétrole à $0, on est comme des drogués qui sont dépendants de cette énergie fossile. Tant qu'on ne sortira pas de ça, ce sera difficile de retourner vers véritablement une économie circulaire.
Encore quelques conclusions liées au dernier rapport de l'IPBES qui montre comment, pour pouvoir quelque part changer, et là on est à une période où on pourrait se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la manière dont les choses se passent. Il faut travailler sur un certain nombre de leviers qui sont ici et travailler à une gouvernance intégrée, adaptative, informée, basée sur les connaissances scientifiques, inclusive. Et tout ça, c'est pour moi ce que pourrait apporter cette approche un peu du Nexus pour essayer d'aider à changer notre relation à la nature. Et puis aussi emprunter à Mario Giampietro ces slides où voilà, quand vous rentrerez de nouveau d'un avion et si vous voyez un tableau de bord comme celui-ci où il y a juste un speedomètre et puis des dés pour prendre des décisions, vous serez peut-être inquiet. Et pourtant, je pense que c'est un petit peu le niveau de contrôle actuel qu'on a autour des enjeux du développement durable ou du développement en général, où on se préoccupe beaucoup et surtout du PIB et beaucoup moins des autres choses. Ce qu'on aimerait voir en rentrant dans le cockpit, c'est plutôt comme ça, quelque chose comme ça. Donc moi, ce que j'espère voir à terme, c'est que nos politiciens, nos décideurs, nous-mêmes, on soit capables de mesurer notre emprise sur l'environnement en lien avec ces objectifs du développement durable, par exemple, via les services écosystémiques et prendre nos décisions beaucoup plus en connaissance. C'est peut-être un rêve, mais manifestement, même au Bangladesh, ils ont déjà fait une application qui permet un peu comment suivre notre santé, de suivre notre emprise sur les objectifs du développement durable. Donc, je pense que si on arrive à le faire au Bangladesh, on devrait pouvoir le faire dans bien d'autres situations. Donc voilà, pour finir, ce concept de service écosystémique, c'est un concept manifestement anthropocentrique qui peut être étendu au concept de natural capital pour intégrer aussi les ressources abiotiques. On a les données et les outils utiles à les évaluer, ces capitaux naturels, même si des fois ça prend un peu plus de temps que ce qu'on l'on souhaiterait. Quelle que soit l'approche dont je vous ai parlé pour évaluer notre relation avec notre environnement, on semble dépasser la capacité naturelle de la planète à régénérer ses capitaux naturels. Donc, il y a besoin de changer quelque chose. Et puis, peut-être que cette approche du Nexus, c'est une manière de nous aider à mieux comprendre les flux d'eau, d'énergie et de nourriture qui traversent nos systèmes pour nous permettre de nous guider vers un monde plus durable. Voilà, j'en ai terminé.